J'ai enterré une image de la Vierge Marie dans le jardin de ma maison. Cette nuit-là, quelque chose a changé ma vie pour toujours. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres vies qui ont été libérées par la foi. Je m'appelle Nathanaël, et j'ai été l'homme qui a pris l'image de la Vierge Marie du salon de ma mère. J'ai creusé un trou dans le jardin et je l'ai enterré comme si c'était des ordures. J'ai craché sur la terre par-dessus et j'ai crié que c'était une superstition de gens ignorants. Ma femme, Elena, pleurait à la porte. Ma mère, Estla, était sous le choc, mais je me sentais puissant, comme si j'avais libéré ma famille d'un mensonge. C'était un dimanche après-midi, de ceux où la famille se réunit habituellement. Le déjeuner était sur la table, l'odeur du feijão tropeiro, plat brésilien à base de haricots, viande séchée, etc., flottait encore dans la cuisine, et ma mère avait demandé à tout le monde de se joindre à elle pour réciter le chapelet. J'ai regardé cette scène et j'ai senti une révolte monter en moi. Ils étaient là, ma femme, mes 2 enfants, Matteux et Julia, tous main dans la main, attendant que je m'incline devant une statue de plâtre. Non, ai-je dit, me levant de ma chaise avec force. Assez de cette mascarade. Ma mère m'a regardé avec ses yeux doux, pleins d'une tristesse que je ne voulais pas comprendre. Nathanaël, s'il te plaît, ce n'est qu'une prière. Tes enfants ont besoin d'apprendre. Apprendre quoi, ai-je interrompu, sentant la colère envahir chaque mot. À s'illusionner, à croire en des fantaisies. Maman, tu as élevé un ingénieur, pas un fanatique. J'ai pris la statue de l'étagère. C'était une pièce simple, de celle qu'on achète dans un magasin d'articles religieux, mais pour ma mère, c'était le centre du monde. Elle tendait ses mains tremblantes vers moi, comme si elle pouvait m'empêcher de faire ce que j'étais sur le point de faire. Mon fils, ne fais pas ça, s'il te plaît. Mais ma décision était déjà prise. Je suis sorti par la porte de derrière, marchant à grands pas sur le sol en terre battue du jardin. Elena m'a suivi, essayant de me convaincre, mais ses mots semblaient lointains. J'ai pris une vieille houe appuyée contre le mur et j'ai commencé à creuser. La terre était dure, le soleil frappait mon front, mais j'ai continué. Chaque coup dans la terre était comme si je brisais des chaînes invisibles. Nathanaël, pour l'amour de Dieu, arrête ça, a crié Elena, mais je n'ai même pas regardé en arrière. Quand le trou fut assez profond, j'ai jeté la statue à l'intérieur, sans cérémonie. Le bruit sec du plâtre frappant la terre a résonné. Puis j'ai craché par-dessus et j'ai commencé à jeter de la terre, couvrant tout. Mes enfants observaient de la fenêtre, leurs visages collés au verre, sans comprendre ce qui se passait. Voilà, ai-je dit en tapant dans mes mains pour enlever la poussière. Maintenant, cette maison sera libre de superstition. Mes enfants grandiront dans la raison, pas dans l'ignorance. Ma mère s'était assise sur le pas de la porte, pleurant doucement. Elena tentait de la consoler, mais je sentais que j'avais fait la bonne chose. Après tout, j'étais diplômé en ingénierie, propriétaire d'une entreprise de construction qui se développait chaque mois. Je comprenais les structures, les fondations, les choses solides et réelles. Je ne pouvais pas permettre à ma famille de vivre d'illusions. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait en silence, je me suis senti victorieux. J'avais brisé un cycle de superstition qui durait depuis des générations. Mes grands-parents priaient, ma mère priait, et je serais le premier à changer cela. J'ai regardé par la fenêtre le jardin, où la terre remuée était encore visible au clair de lune, et j'ai souri. Enfin, j'avais libéré ma famille. J'étais ingénieur civil depuis 15 ans, et mon entreprise de construction, Alicers Construsso, était l'une des plus respectées de la région. J'ai commencé de zéro, travaillant sur les chantiers des autres, économisant chaque centime jusqu'à pouvoir acheter mon premier terrain. Ma spécialité était les maisons populaires, mais de qualité supérieure. J'étais fier de dire que je n'avais jamais eu de problème structurel sur un chantier, jamais de plainte pour fissure ou infiltration. Le bureau se trouvait au centre-ville, dans une pièce spacieuse, avec une table en bois sombre que j'avais moi-même choisie. Au mur, mes diplômes accrochés et les photos des travaux terminés. Je recevais des clients tous les jours, des gens simples qui rêvaient de leur propre maison, et je transformais ces rêves en réalité, mais je précisais toujours que c'était un environnement professionnel basé sur des connaissances techniques, pas sur des suppositions ou des superstitions. Quand les ouvriers commençaient un chantier, je tenais à être présent pour les fondations. C'est là que tout se décidait. Regardez bien, leur disais-je, une maison ne tient debout que si elle a des bases solides. Inutile de prier, de bénir ou de faire de la magie. Il faut calculer la charge, étudier le sol, utiliser le bon matériau.
Beaucoup de mes employés étaient des hommes simples qui portaient des amulettes dans leur poche ou faisaient le signe de la croix avant de monter sur l'échafaudage. Je ne l'interdisais pas, mais je faisais toujours des commentaires ironiques. La prière ne retiendra pas cette poutre si elle est mal calculée, disais-je. Et certains riaient, d'autres baissaient simplement la tête. À la maison, la situation était encore plus tendue. Ma femme, Elena, avait été élevée dans une famille catholique, de celles qui vont à la messe tous les dimanches et font une neuvaine quand quelqu'un tombe malade. Quand nous nous sommes mariés, j'ai pensé qu'avec le temps elle comprendrait que ces choses étaient inutiles, mais elle insistait pour maintenir certains rituels. Chaque soir, avant de se coucher, elle allumait une petite bougie sur la table de chevet et faisait une prière silencieuse. J'attendais qu'elle ait fini et j'éteignais la bougie. Elena, c'est du gaspillage d'argent et ça peut même causer un incendie. Elle ne discutait pas, se contentait de soupirer et de se coucher. Mes enfants, Matteux, 12 ans, et Julia, 9 ans, ont commencé à grandir divisés entre deux mondes. D'un côté, leur grand-mère Estla, qui racontait des histoires de saints, enseignait des prières et parlait de miracles. De l'autre, moi, toujours prêt à expliquer scientifiquement tout événement qui semblait surnaturel. Papa, grand-mère a dit que Saint Joseph vous a aidé à obtenir ce terrain à Villanova, m'a dit Matteux un après-midi après l'école. J'ai arrêté de lire les plans et je les regardais sérieusement. Matteux, c'est papa qui a obtenu ce terrain, en travaillant 16 heures par jour, en faisant des devis, en négociant avec le propriétaire, en économisant de l'argent. Ce n'est aucun saint. Les saints n'existent pas, mon fils. Son expression a changé. J'ai vu comment il absorbait mes paroles, comment il doutait des histoires que grand-mère racontait. Je me sentais bien d'éduquer mon fils dans la réalité, loin des fantaisies. Avec Julia, c'était différent. Elle ressemblait plus à sa mère, sensible et rêveuse. Parfois, je la trouvais jouant à la dinette, faisant des prières avec ses poupées, imitant sa grand-mère. Julia, les poupées n'entendent pas les prières, ce sont des morceaux de plastique. Elle arrêtait de jouer et me regardait avec ses grands yeux confus. Ma mère, Estla, vivait avec nous depuis la mort de mon père, 5 ans auparavant. C'était une femme d'une foi inébranlable, de celles qui se lèvent tôt pour la messe de 6 heures, qui connaissent toutes les prières par cœur et qui voient un signe de Dieu dans toute coïncidence. À 72 ans, elle avait encore l'énergie de s'occuper de ses petits-enfants, de cuisiner et de maintenir ses dévotions quotidiennes. Le conflit entre nous est devenu constant. Elle voulait emmener les enfants à l'église. Je l'interdisais. Elle bénissait la nourriture avant les repas. Je levais les yeux au ciel. Elle accrochait une image du Sacré-Cœur dans la chambre des petits-enfants. Je l'enlevais et la rangeais. C'était une guerre silencieuse, mais j'étais certain d'être du bon côté. Nathanaël, me dit-elle un soir, après que les enfants eurent dormi, tu n'as pas besoin de croire, mais au moins respecte. Maman, le respect, c'est de ne pas laisser mes enfants grandir en croyant à des fantaisies. Le monde est déjà assez difficile, sans cette illusion. La douleur dans ses yeux était évidente, mais je l'interprétais comme de l'entêtement de personnes simples qui ne parvenaient pas à accepter la réalité. Je me considérais comme le protecteur de la raison dans ma famille, celui qui empêcherait qu'une autre génération soit trompée par des superstitions. 3 jours après avoir enterré la statue, j'étais sur le chantier de Villanova, supervisant la fermeture de la dalle de la maison numéro 23. C'était un mardi matin, le soleil n'était pas encore très fort, et les ouvriers travaillaient à leur rythme habituel. J'aimais être présent à chaque étape, vérifiant que tout suivait le projet à la lettre. Le chantier était presque dans les délais, et je me sentais satisfait. J'avais obtenu un bon prix pour le béton, les maçons étaient expérimentés, et le client avait déjà libéré le prochain acompte. Tout se passait parfaitement, comme toujours quand je m'en occupais personnellement. Monsieur Nathanaël a appelé le chef de chantier, Joachim, un homme de 50 ans qui travaillait avec moi depuis plus de 5 ans. Je vais avoir besoin que vous vérifiiez cette poutre là-bas. Il semble qu'elle soit un peu désaxée. Je suis monté sur l'échafaudage en bois qui était monté sur le côté de la maison. C'était une structure simple, mais sûre, que j'avais moi-même vérifié le lundi. Les planches étaient solides, bien attachées avec du fil de fer. Je suis arrivé à la hauteur de la dalle et j'ai commencé à mesurer la poutre avec le mètre ruban. C'est bon, Joachim, ai-je crié d'en haut. Vous pouvez continuer le travail. C'est à ce moment que j'ai entendu un craquement étrange, un son qui ne devrait pas exister dans une structure bien montée. J'ai regardé en bas et j'ai vu qu'une des lattes latérales s'était détachée. Avant que je puisse réagir,
tout le côté droit de l'échafaudage a cédé d'un coup. La chute a semblé durer une éternité. J'ai senti mon corps tourner dans l'air, essayant de m'accrocher à quelque chose, mais il n'y avait que le vide. La dernière pensée que j'ai eue avant de toucher le sol a été que cela ne pouvait pas m'arriver. J'étais prudent, je vérifiais toujours tout 2 fois. L'impact fut sec. J'ai eu l'impression qu'un poids gigantesque était tombé sur mon dos. Une douleur que je n'avais jamais ressentie s'est répandue dans mon corps, commençant dans la colonne vertébrale et irradiant de tous les côtés. J'ai essayé de bouger, mais rien ne s'est passé. J'ai essayé de crier, mais il n'y a eu qu'un gémissement étouffé. Monsieur Nathanal, que quelqu'un appelle le SAMU, service d'urgence, vite, la voix de Joachim semblait venir de très loin, même s'il était juste à côté de moi. Les ouvriers se sont rassemblés autour de moi. Je voyais leurs visages inquiets, leurs bouches bouger, mais les mots arrivaient déformés. J'ai essayé de parler, de dire que j'allais bien, mais ma voix ne sortait pas. Quelque chose d'étrange se passait avec mon corps. Je sentais le haut, la poitrine, les bras, mais mes jambes semblaient avoir disparu. L'ambulance est arrivée en 15 minutes, ce qui pour moi a semblé des heures. Les ambulanciers m'ont retourné avec précaution, m'ont mis un collier cervical et m'ont allongé sur une civière. Pendant tout le trajet vers l'hôpital, je gardais l'espoir que ce n'était qu'une frayeur, peut-être une luxation qui se résoudrait avec de la physiothérapie. À l'hôpital, les examens ont commencé immédiatement. Radiographie, scanner, IRM. Les médecins entraient et sortaient de la chambre, parlant en termes techniques que je ne pouvais pas bien assimiler à cause des analgésiques. Elena arriva en courant, les yeux rougis, soutenue par ma mère qui tentait de la consoler. « Comment cela a-t-il pu arriver, Nathanal ?» demanda Elena en me serrant la main. « Tu as toujours été si prudent. » Je voulais répondre, expliquer que c'était un accident impossible à prévoir, mais les mots ne venaient pas. Au fond, une partie de moi se posait aussi la même question. En 15 ans de carrière, rien de tel ne s'était jamais produit. Je vérifiais personnellement chaque détail de sécurité. Le neurologue, Dr. Santos, est entré dans la chambre l'après-midi du 2e jour avec une expression sérieuse. Il a tiré une chaise près du lit et s'est assis, se préparant à une conversation difficile. « Monsieur Nathanal, je dois être franc avec vous. La poutre a touché votre colonne vertébrale dans la région lombaire, causant une lésion complète de la moelle épinière. Cela signifie qu'il n'y a plus de communication entre votre cerveau et la partie inférieure de votre corps. » Elena a commencé à pleurer doucement. Ma mère a fait le signe de la croix et a murmuré une prière. Je regardais simplement le plafond, essayant de comprendre ce que cela signifiait concrètement. « Docteur, mais ça va revenir, n'est-ce pas ? » Avec de la physiothérapie, avec le temps, demanda Elena, la voix étranglée. Madame Elena, dans une lésion complète comme celle-ci, les chances de récupération sont pratiquement inexistantes. Votre mari devra s'adapter à un fauteuil roulant pour toujours. Les mots sont tombés sur moi comme une autre poutre. Moi, qui avais toujours tout contrôlé, qui avait toujours été sûr de chaque décision, j'étais informé que je ne marcherais plus jamais. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de trouver une logique à tout cela, une explication scientifique qui pourrait me donner de l'espoir. Mais dans le silence de cette chambre d'hôpital, un souvenir est remonté à la surface sans que je le veuille. L'image de la Vierge Marie jetée dans le trou, le bruit sec du plâtre frappant la terre, le crachat que j'avais jeté par-dessus. J'ai secoué la tête, essayant de chasser cette pensée absurde. Les coïncidences arrivent, essayais-je de me convaincre. Le retour à la maison fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Elena avait adapté la chambre, enlevé quelques meubles pour que mon fauteuil roulant puisse circuler plus facilement. Ma mère avait installé des barres d'appui dans la salle de bain et abaissé quelques étagères dans la cuisine. C'était comme si toute la maison annonçait ma nouvelle condition. Les premiers jours furent un déni. Je me réveillais le matin et pendant quelques secondes, j'oubliais ce qui s'était passé. J'essayais de me lever du lit normalement, puis la réalité me frappait comme un coup de poing dans l'estomac. Mes jambes étaient là, mais ne répondaient pas à mon commandement. C'était comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Joachim venait me rendre visite régulièrement, apportant des nouvelles du chantier. Les travaux s'étaient arrêtés le jour de l'accident, mais avaient ensuite repris sous la supervision d'un autre maître d'œuvre que j'avais embauché temporairement. Les clients envoyaient des messages de soutien. Certains venaient personnellement exprimer leur solidarité. « Monsieur Nathanal, le chantier de Villanova est parfait », m'a dit Joachim un jeudi après-midi.
Le client est très satisfait. Il parle déjà de construire 3 autres maisons sur le même terrain. J'aurais dû être heureux, mais je ne ressentais qu'un étrange vide. Ce qui était autrefois une source de fierté semblait maintenant lointain, comme si c'était une chose d'une autre vie. C'est bien, Joachim, vous vous occupez bien de tout. Mais les choses ont commencé à mal tourner rapidement. La première semaine à la maison, j'ai reçu un appel du client du chantier de la rue Adasflor, un projet estimé à 200 000 $. Il voulait annuler le contrat. Écoutez, monsieur Nathanal, ce n'est rien de personnel, mais j'ai besoin de quelqu'un qui puisse suivre le chantier de près. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai parfaitement compris. Qui ferait confiance à une entreprise de construction dirigée par un homme en fauteuil roulant? La semaine suivante, 2 autres clients ont annulé. Le projet du complexe résidentiel, qui aurait été le plus grand de ma carrière, a été suspendu indéfiniment. Elena a dû reprendre le travail. Elle avait arrêté quand Julia était née, il y a 9 ans, mais maintenant nous n'avions pas le choix. Elle a trouvé un emploi dans une entreprise de nettoyage, travaillant dans des bureaux du centre. Elle partait tôt le matin et rentrait tard l'après-midi, épuisée, les mains desséchées par tant de produits chimiques. « Tu n'as pas besoin de ça, Elena, lui disais-je chaque soir. Je trouverai un moyen de réorganiser l'entreprise. Mais la vérité est que je ne pouvais même pas sortir de chez moi correctement. Le fauteuil roulant était lourd, les trottoirs de notre rue étaient pleins de nids de poules, et je me sentais exposé, comme si tout le monde me regardait avec pitié. Je préférais rester à la maison, essayant de gérer l'entreprise de construction par téléphone, mais chaque jour apportait une nouvelle déception. Les employés ont commencé à chercher d'autres emplois. Joachim est resté jusqu'au bout, mais même lui a fini par partir lorsque le chantier de la rue Ado Progresso a été annulé. Monsieur Nathanal, vous êtes un homme bon, vous m'avez toujours bien traité, mais j'ai une famille à nourrir. En quelques mois, Alicers Construsso n'avait plus que 4 chantiers en cours, contre les 15 du début de l'année. Les factures ont commencé à s'accumuler, les fournisseurs exigeaient un paiement comptant, et les banques ont refusé les prêts que j'avais demandés. C'était comme si tout s'effondrait en même temps. Mes enfants ont aussi commencé à changer. Matteux, qui a toujours été extraverti, est devenu plus silencieux. Il rentrait de l'école, allait directement dans sa chambre, évitant les longues conversations. Julia essayait de me remonter le moral, me racontant des choses de l'école, mais je remarquais qu'elle forçait un sourire qui n'existait pas auparavant. « Papa, pourquoi ne retournez-vous pas au travail ?» me demanda-t-elle un après-midi, assise sur mes genoux pendant que je regardais la télévision. Comment expliquer à une enfant de 9 ans que le monde s'était écroulé? Comment dire que son père, qui avait toujours été fort et confiant, se sentait maintenant inutile et vaincu? Papa s'occupe des choses d'ici, ma fille. Ma mère tentait de me réconforter à sa manière, préparait mes plats préférés, organisait la maison, prenait soin de moi comme si j'étais un enfant. Mais je voyais qu'elle souffrait aussi. Elle avait maigri, dormait mal, et parfois je la surprenais en train de pleurer doucement dans la cuisine. Une nuit, incapable de dormir, j'ai décidé d'aller au salon pour essayer de regarder quelque chose à la télévision. La maison était silencieuse, tout le monde dormait. En passant devant la fenêtre qui donnait sur le jardin, j'ai arrêté le fauteuil et j'ai regardé dehors. Le clair de lune éclairait l'endroit où j'avais enterré la statue de la Vierge Marie. La terre s'était déjà tassée, mais il était encore possible de voir que quelqu'un y avait creusé. Je suis resté longtemps à regarder cet endroit. Une partie rationnelle de mon esprit me disait qu'il était absurde de penser à un quelconque lien entre ce que j'avais fait et l'accident. Mais une autre partie, une partie que j'essayais de faire taire, me murmurait des questions que je ne voulais pas entendre. Existe-t-il quelque chose au-delà de ce que nous pouvons mesurer et calculer? Ma mère a-t-elle toujours su quelque chose que je refusais de voir? 2 ans passèrent, et j'étais devenu une version amère de moi-même. Alicers Construsso fit officiellement faillite la première année après l'accident. Nous dûmes vendre le bureau, liquider le stock de matériaux et nous restions avec des dettes qui semblaient impossibles à rembourser. La maison où nous vivions, que j'avais construite avec tant de fierté, fut hypothéquée pour payer une partie des créanciers. Elena travaillait du lundi au samedi dans l'entreprise de nettoyage et le dimanche elle faisait le ménage dans des maisons particulières pour compléter les revenus. Elle partait à 5 heures du matin et rentrait à 8 heures du soir, toujours avec cette odeur de désinfectant imprégnée dans la peau. Je voyais comment elle évitait mon regard en rentrant à la maison, comment elle faisait semblant de ne pas être épuisée pour ne pas m'inquiéter davantage. « Comment s'est passée ta journée ?» demandais-je chaque soir,
plus par obligation que par réel intérêt. Normal, répondait-elle, me donnant un baiser rapide sur le front avant d'aller prendre une douche. Normal. Quel mot étrange pour décrire la vie que nous menions maintenant. Plus rien n'était normal. Je passais mes journées en fauteuil roulant, circulant dans la maison comme un fantôme, essayant de trouver une occupation qui ait un sens. Parfois j'allumais la télévision, mais je n'arrivais pas à suivre. D'autres fois j'essayais de lire, mais les mots n'entraient pas dans ma tête. La colère grandissait lentement, comme une mauvaise herbe que personne ne coupe à temps. Au début, je dirigeais cette colère vers l'accident, vers les médecins qui n'avaient pas pu me guérir, vers les clients qui m'avaient abandonné. Mais avec le temps, la colère s'est étendue à tout et à tout le monde. Matteux, qui avait maintenant 14 ans, était devenu un adolescent rebelle. Ses notes avaient chuté de façon drastique. Il a commencé à sécher les cours, et quand il était à la maison, il restait enfermé dans sa chambre à écouter de la musique forte. Chaque fois que j'essayais de lui parler, nos dialogues se transformaient en disputes. Tu dois étudier, Matteux. C'est la seule chance que tu as de ne pas vivre la même chose que moi. La même chose que vous? Vous aviez réussi avant l'accident, a-t-il répondu un après-midi avec cette rudesse typique de l'âge. Exactement. Et maintenant, regarde où j'en suis. Au moins, tu peux t'assurer un avenir avec des études. Quel avenir? On ne sait même pas si on va pouvoir garder cette maison. La vérité dans ces paroles me faisait plus mal que n'importe quelle douleur physique que j'avais ressentie. Mais au lieu de reconnaître qu'il avait raison, que notre situation était réellement désespérée, j'explosais de colère. Ne me parle pas comme ça. Tant que je serai en vie, tu me respecteras. Respecter quoi? Vous restez là toute la journée à vous lamenter, à vous disputer avec tout le monde, à faire souffrir tout le monde avec vous. Elena est rentrée de la rue en plein milieu de notre dispute. Elle a laissé tomber son sac par terre et nous a regardés tous les deux avec une expression de profonde lassitude. Arrêtez ça, pour l'amour de Dieu. Ce que nous traversons ne suffit-il pas? Mais je n'arrivais plus à contrôler mon irritation. Toi aussi, Elena, tu vas me jeter à la figure que je suis un poids mort dans cette maison. Personne ne dit ça, Nathanaël. Pas besoin de le dire. Je le vois dans vos regards. Tout le monde ici serait plus heureux si je n'existais pas. Julia, qui avait maintenant 11 ans, apparut à la porte de sa chambre, les yeux pleins de larmes. C'était toujours comme ça. Nos disputes l'effrayaient, et elle restait là, immobile, ne sachant que faire. Elena alla la consoler, et Matteux retourna dans sa chambre en claquant la porte. Ma mère, qui préparait le dîner dans la cuisine, éteignit la cuisinière et vint au salon. À 74 ans, elle semblait avoir vieilli de 10 ans depuis mon accident. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs, ses mains tremblaient davantage, et elle avait beaucoup maigri. « Mon fils, tu dois arrêter ça, dit-elle, s'asseyant sur une chaise juste devant moi. « Arrêter quoi, maman? De dire la vérité? Cette famille était mieux sans moi. Pas du tout. Vous traversez une période difficile, mais ça va passer. Ça va passer comment? Maman, je ne marcherai plus jamais. Cette maison va être saisie par la banque. Elena se tue à travailler. Les garçons me détestent. Qu'est-ce qui va passer? Elle resta silencieuse quelques secondes, me regardant simplement avec ses yeux qui semblaient porter toute la sagesse du monde. Puis elle se leva lentement et alla vers l'étagère du salon, où se trouvaient quelques photos de famille. « Te souviens-tu de cette photo ?» demanda-t-elle, me montrant une image de moi enfant, peut-être 8 ans. J'étais sur ses genoux, souriant avec une dent de devant cassée. Je m'en souviens. Tu étais tombé du vélo ce jour-là. Tu t'étais cassé la dent, écorché le genou, tu avais beaucoup pleuré. Je t'ai pris dans mes bras et j'ai dit que ça irait, que tu irais mieux. Et alors? Et tu es allé mieux. La dent a repoussé. Le genou a guéri. Tu es remonté à vélo le lendemain. J'ai soupiré, irrité par la comparaison. Maman, ça n'a rien à voir. J'étais un enfant, c'était une petite chose. Pour un enfant de 8 ans, une dent cassée, c'est énorme. Tout comme pour toi maintenant, ce qui t'arrive semble être la fin du monde. C'est la fin du monde. Regardez autour de vous. Nous sommes ruinés, nous nous disputons, nous sommes malheureux. Il n'y a pas de comparaison. Elle rangea la photo et revint s'asseoir devant moi. Elle prit mes mains dans les siennes, qui étaient froides et rugueuses.
Mon fils, tu as toujours été fier. Depuis tout petit, tu voulais tout résoudre seul. Tu ne demandais de l'aide à personne. Maintenant, tu as besoin d'aide et tu ne sais pas comment la demander. Quelle aide, maman? Qui va m'aider? Dieu, je prononçais le mot avec sarcasme, presque en crachant. Peut-être. Je retirai brusquement mes mains des siennes. Vous y croyez encore après tout ce qui s'est passé? Où était votre Dieu quand je suis tombé de cet échafaudage? Où est-il quand cette famille souffre? Ma mère me regarda avec une tristesse infinie. Peut-être qu'il attend que tu arrêtes de crier pour pouvoir entendre la réponse. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut couché, je suis resté dans le salon, pensant aux mots de ma mère. La maison était silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge murale marquait les secondes. J'ai regardé une fois de plus le jardin, à travers la fenêtre, vers cet endroit où j'avais enterré la statue. Parfois, pendant ces 2 ans, j'avais des rêves étranges. Je rêvais d'une femme vêtue de bleu qui pleurait dans le jardin, toujours au même endroit où j'avais creusé. Elle ne disait jamais rien, elle pleurait juste, regardant la terre. Je me réveillais toujours troublé, en sueur, essayant d'oublier cette image, mais cette nuit-là, pour la première fois, je me suis permis de penser s'il n'y avait pas quelque chose au-delà de ma compréhension. Peut-être vous êtes-vous déjà senti ainsi aussi. À ce moment où l'orgueil commence à se fissurer et qu'un petit doute s'infiltre dans le cœur, le moment où tout a changé est arrivé un samedi soir, à l'aube du dimanche. J'avais passé toute la nuit éveillé, ruminant les mêmes pensées amères. Elena travaillerait toute la journée, rentrerait épuisée, dînerait en silence et s'endormirait sans dire bonne nuit. Matteux dormait chez un ami, et Julia s'était couchée tôt après avoir passé l'après-midi à essayer de me faire rire avec quelques blagues qu'elle avait apprises à l'école. Il était presque 3 heures du matin lorsque j'ai entendu les pas de ma mère dans le couloir. Elle marchait lentement, traînant un peu les pieds, comme elle le faisait dernièrement. J'ai pensé qu'elle allait aux toilettes, mais les pas se sont dirigés vers le salon où j'étais. Quand elle est apparue à la porte, j'ai eu une frayeur. Ma mère était pâle, plus maigre que je ne m'en souvenais, s'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. Elle portait seulement sa chemise de nuit et était pieds nus, tremblant légèrement. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien ?» Elle n'a pas répondu immédiatement, est venue en titubant jusqu'au fauteuil devant ma chaise et s'est laissée tomber lourdement. Pendant quelques secondes, nous nous sommes regardés en silence. Moi, inquiet de son état, elle, m'observant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Mon fils, dit-elle enfin, d'une voix faible et rauque. J'ai quelque chose à te dire. Qu'y a-t-il, maman? Tu veux que je réveille Elena? Non, c'est juste entre toi et moi. Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait ses forces pour continuer. Je sais où tu l'as enterré. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Pendant ces 2 ans, nous n'avions jamais reparlé de cet épisode. C'était comme si nous avions tous fait un accord silencieux pour oublier ce qui s'était passé. Maman, quelle est cette histoire? L'image de la Vierge Marie. Je sais où tu l'as enterrée. Là, dans le jardin, sous le goyavier. J'ai dégluti difficilement. C'était exactement l'endroit. Maman, cela n'a plus d'importance. C'était il y a longtemps. Si, ça a de l'importance. Elle se pencha en avant, les mains tremblantes posées sur ses genoux. Mon fils, je vais mourir bientôt. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Vous allez bien? Non, non. Je le sens dans mon corps, dans mon âme. Mon heure approche. Des larmes commencèrent à couler sur son visage ridé. Et je ne peux pas partir en te voyant comme ça. Une colère soudaine m'envahit. Comme ça, maman? Estropié, ruiné. C'est ça que vous ne supportez pas de voir? Non, perdu. Elle essuya ses larmes avec la manche de sa chemise de nuit. Tu as toujours été fier, mais tu n'as jamais été perdu. Maintenant tu es perdu, mon fils. Bien sûr que je suis perdu. Regardez la situation dans laquelle nous sommes. Elena se tue au travail, les enfants sont révoltés. Aucune perspective d'amélioration. Comment ne pas être perdu? Tu peux ne pas croire, mais moi je crois. Elle continua, ignorant mon irritation. Et s'il y a une chance, même petite, que tu puisses remarcher, ça vaut la peine d'essayer. J'ai commencé à rire, un rire amer et sans joie. Vous délirez. Les médecins ont été clairs. Lésion complète de la moelle épinière.
Il n'y a pas de retour en arrière. Les médecins s'y connaissent en médecine. Moi, je connais d'autres choses. Quelles autres choses? Elle resta silencieuse un instant, puis se leva avec difficulté et vint jusqu'à ma chaise. Elle s'agenouilla par terre, devant moi, me tenant les bras. Mon fils, tu dois lui demander pardon. À qui? À Notre-Dame. À la statue que tu as enterrée avec tant de mépris. La rage explosa en moi. Demander pardon à un morceau de plâtre? Maman, vous devenez folle. Peut-être que je le deviens, dit-elle, toujours à genoux. Mais si j'avais raison? Et s'il y avait une chance? Il n'y a aucune chance. Alors, pourquoi as-tu si peur d'essayer? La question me prit au dépourvu. Pourquoi avais-je peur? Si tout n'était que bêtise, comme je l'avais toujours dit, quel mal y aurait-il à faire la volonté d'une dame de 74 ans qui était clairement ébranlée? Je n'ai peur de rien. Mentais-je? Si, tu as peur. Tu as peur de découvrir que ta mère avait raison depuis le début. Tu as peur qu'il existe quelque chose de plus grand que ton ingénierie, quelque chose que tes calculs ne peuvent pas mesurer? Elle se leva lentement, s'appuyant sur moi. Mon fils, je ne t'ai jamais rien demandé de ma vie. J'ai toujours respecté tes décisions, même en désaccord. Mais maintenant je te le demande. Pour la première fois de ta vie, ta mère t'implore quelque chose. Je vis qu'elle pleurait vraiment maintenant. Des pleurs de désespoir que je n'avais jamais vus. Tout au long de ma vie, ma mère avait été la personne forte de la famille, celle qui consolait les autres, qui trouvait de l'espoir là où personne d'autre n'en voyait. Mon fils, tu dois lui demander pardon. Je sais où tu l'as enterré. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Ce ne fut pas une décision rationnelle, c'était plutôt une reddition. L'orgueil que j'avais cultivé pendant tant d'années me parut soudain petit face à la douleur de ma mère. D'accord, maman, dis-je, la voix étrange. D'accord, demain je. J'y vais maintenant, mon fils. Il faut que ce soit maintenant. Il est 3 heures du matin. Maintenant, répéta-t-elle avec une fermeté qui contrastait avec sa fragilité apparente. J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était baigné par la lumière de la pleine lune. La nuit était claire, sans vent, dans un silence total. C'était comme si le monde entier attendait ce moment. J'ai poussé mon fauteuil jusqu'à la porte de derrière, ma mère marchant lentement à mes côtés. Le jardin était éclairé par la pleine lune, qui créait des ombres nettes parmi les plantes. L'air nocturne était frais, avec une odeur de terre humide et des fleurs de jasmin qui poussaient sur le mur des voisins. Là, ma mère a pointé du doigt sous le goyavier. C'est là que tu as creusé. Elle avait raison. C'était exactement l'endroit. 2 ans s'étaient écoulés, mais je me souvenais parfaitement de cet après-midi de dimanche, de la colère que j'avais ressentie, du mépris avec lequel j'avais jeté l'image dans le trou. Maman, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas faire ces choses. Tu sais si. Parle avec ton cœur. J'ai rapproché ma chaise de l'endroit. La terre s'était tassée avec le temps, mais il était encore possible de percevoir que quelqu'un y avait creusé. Quelques petites plantes avaient poussé par-dessus, comme si la nature essayait de guérir cette blessure. J'ai regardé ma mère, qui était immobile à quelques mètres de distance, les mains jointes, observant en silence. Puis j'ai regardé mes propres mains, qui tremblaient légèrement. Je ne sais pas si j'y crois, mais, je me suis arrêté, j'ai respiré profondément, j'ai essayé de trouver les mots justes. Si vous êtes là-dessous, si vous existez vraiment, je demande pardon. Ma voix est sortie basse, presque un murmure. Pendant quelques secondes, seul le silence de l'aube me répondit. Je me suis senti ridicule de parler seul dans un jardin au milieu de la nuit. J'avais tort, ai-je continué un peu plus fort. Je pensais que je savais tout, que mon intelligence était plus grande que la foi de ma famille. J'ai manqué de respect à vous, j'ai manqué de respect à ma mère, j'ai blessé ma femme et mes enfants. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage sans que je m'en rende compte. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vraiment pleuré. Je vous ai enterré comme si c'était des ordures. J'ai craché sur la terre, j'ai dit des choses horribles. Ma voix a commencé à s'étrangler. Maintenant ma famille souffre. Ma mère est malade et je ne peux aider personne. J'ai arrêté de parler et je suis resté là, regardant ce morceau de terre, me sentant plus petit que jamais dans ma vie. L'orgueil qui m'avait soutenu pendant tant d'années avait complètement disparu,
ne laissant qu'un homme brisé dans un fauteuil roulant, demandant pardon à quelque chose en quoi il n'était même pas sûr de croire. C'est alors que j'ai ressenti une impulsion étrange, un besoin urgent de creuser dans cette terre, de trouver ce que j'avais enterré, de défaire physiquement ce que j'avais fait. Maman, je dois creuser, je dois la sortir de là. Alors creuse, mon fils, mais je ne peux pas sortir de la chaise. Je n'ai pas de force dans les jambes. Utilise tes mains, traîne ton corps, fais ce qu'il faut. Je la regardais, stupéfait par la dureté de ces mots. Ma mère, toujours si attentive à moi depuis l'accident, me demandait maintenant de me traîner par terre comme un animal. Maman. Nathanaël, si tu veux vraiment demander pardon, il faut que ce soit sincère, il faut que ça coûte quelque chose. Elle avait raison. Pendant 2 ans, tout le monde m'avait traité avec des précautions spéciales, m'évitant tout effort. Peut-être était-il temps d'arrêter de me cacher derrière ma condition. J'ai bloqué les freins de ma chaise et j'ai commencé à me transférer sur le sol. Ce n'était pas facile. Mes bras n'étaient pas habitués à supporter tout le poids de mon corps, mais j'ai réussi à me positionner assis sur la terre, juste en face de l'endroit où j'avais creusé 2 ans auparavant. J'ai commencé à creuser à main nue. La terre était plus dure que je ne m'en souvenais, compactée par le temps et la pluie. Mes doigts me faisaient mal, mes ongles se cassaient, mais je continuais à creuser. C'était comme si chaque poignée de terre enlevée était un morceau de mon arrogance qui était arraché. Madame, si vous êtes là, si vous existez vraiment, disais-je en creusant. Je ne veux plus me disputer. Je n'en peux plus d'être cet homme amer que je suis devenu. Ma famille ne mérite pas ça. Le trou est devenu plus profond. Mes mains saignaient déjà aux doigts. Mes bras me faisaient mal à cause de l'effort, mais je ne m'arrêtais pas. J'étais en sueur, essoufflé, mais déterminé à aller jusqu'au bout. J'ai toujours pensé que la force, c'était de ne jamais demander d'aide à personne. Je continuais à parler plus à moi-même qu'à toute divinité. Maintenant, je vois que la vraie force, c'est de reconnaître quand on ne sait pas tout. C'est alors que ma main droite a touché quelque chose de solide. Mon cœur s'est emballé. C'était elle. L'image était là, enterrée, exactement comme je l'avais laissée 2 ans auparavant. J'ai commencé à retirer la terre avec plus de précaution, découvrant peu à peu la figure de la Vierge Marie. Quand j'ai finalement réussi à la retirer complètement du trou, j'ai eu une surprise qui m'a coupé le souffle. L'image était intacte, complètement intacte. Il n'y avait aucun dommage dû à la terre, aucune tache, aucun signe de détérioration. C'était comme si elle avait été enterrée la veille. Le tissu bleu du manteau était propre. Le visage serein de la figure ne présentait aucune égratignure, pas même la base en plâtre n'avait subi le moindre dommage. Comment est-ce possible, murmurai-je, faisant tourner l'image dans mes mains sales de terre. C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au moment précis où j'ai touché l'image pour la première fois après 2 ans, j'ai senti un courant électrique parcourir tout mon corps. Ce n'était pas une sensation physique commune. C'était comme si chaque cellule de mon être était réveillée d'un sommeil profond. La sensation a commencé dans les mains, a remonté les bras, a traversé la poitrine et est descendue par la colonne vertébrale jusqu'aux jambes. Lentement, pour la première fois en 2 ans, j'ai réussi à bouger les orteils. J'ai regardé en bas, incrédule. J'ai concentré toute ma tension dans mes jambes et j'ai essayé de les bouger à nouveau. Et elles ont bougé légèrement, mais elles ont bougé. Maman, ai-je crié, serrant la statue contre ma poitrine. Maman, j'ai réussi à bouger les jambes. Mais quand j'ai regardé dans la direction où elle se trouvait, l'endroit était vide. Ma mère avait disparu. Je suis resté là, assis sur la terre du jardin, tenant l'image de la Vierge Marie, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Où était ma mère? Elle avait disparu sans faire de bruit, comme si elle n'avait jamais été là. Maman, ai-je crié de nouveau, regardant de tous les côtés. Où êtes-vous? Seul le silence de l'aube me répondit. C'était comme si j'étais seul au monde. Juste moi, la statue dans mes mains et cette sensation extraordinaire que mon corps se réveillait d'un long sommeil. J'ai essayé de me concentrer de nouveau sur mes jambes. Cette fois, j'ai réussi non seulement à bouger les orteils, mais aussi à plier légèrement le genou droit. Une vague de joie mêlée de peur m'a envahi. Serait-ce réel ce qui se passait ou était-ce seulement mon imagination désespérée qui créait des illusions? J'ai serré la statue plus fort et j'ai commencé à pleurer. Ce n'étaient plus les pleurs amers des 2 dernières années, remplis de colère et d'apitoiement. C'était un pleur de soulagement, de gratitude,
de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il n'est peut-être pas complètement perdu. Merci, ai-je murmuré à la figure dans mes bras. Si c'est vous qui avez fait ça, merci beaucoup. L'effort de creuser et l'émotion du moment m'ont épuisé. Là même, assis sur la terre, adossé au goyavier, la statue sur mes genoux, j'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillé, le soleil se levait déjà, peignant le ciel d'orange et de rose. Elena m'a trouvé ainsi, dormant dans le jardin. Elle s'était réveillée, avait remarqué que je n'étais pas au lit et était sortie me chercher. Nathanaël, mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais dehors? Elle a couru vers moi, inquiète. Elena, regarde. J'ai montré l'image qui était encore sur mes genoux. Je l'ai trouvée. Elle était intacte, sans aucun dommage. Comment ça? Tu l'as trouvée. Où? Là. J'ai pointé le trou que j'avais creusé, où je l'avais enterré il y a 2 ans. J'ai creusé à main nue et je l'ai trouvée. Elena regarda mes mains sales de terre, le trou, la statue propre que je tenais. Son expression changea de l'inquiétude à l'étonnement. Mais comment as-tu pu creuser? Comment es-tu sorti de la chaise? Je me suis traîné. Maman m'a aidé. Quelle maman? Grand-mère dort dans sa chambre. J'ai eu un frisson. Comment ça, elle dort? Elle était avec moi toute la nuit. Elena me regarda avec une expression étrange. Nathanaël, ta mère est très malade. Hier après-midi, elle s'est sentie très mal, a failli s'évanouir. Le médecin a dit qu'elle avait besoin d'un repos absolu. Mais elle était là, et j'insistais. Elle m'a réveillé, m'a emmené ici, m'a demandé de creuser. Mon amour, tu as dû rêver. Ta mère n'arrive même pas à se lever seule du lit. Je suis resté confus. Tout avait semblé si réel. La conversation avec ma mère, elle me guidant vers le jardin, m'encourageant à creuser. Mais si Elena disait qu'elle n'était pas sortie de la chambre. Elena, aide-moi à tester quelque chose. J'ai respiré profondément avant de continuer. Je crois que j'ai réussi à bouger les jambes. Quoi? Quand j'ai pris la statue, j'ai senti quelque chose de différent, comme si mon corps s'était réveillé. Elena s'agenouilla à mes côtés, sceptique, mais pleine d'espoir. Essaie de bouger les orteils. J'ai concentré toute mon attention et j'ai lentement bougé les 5 doigts du pied droit. Elena a poussé un cri étouffé. Encore. Fais-le encore. Je l'ai fait. Puis j'ai essayé le pied gauche. Cela a aussi fonctionné. Ensuite, j'ai réussi à plier les 2 genoux légèrement, mais j'ai réussi. Elena a commencé à pleurer et à rire en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elena, aide-moi à atteindre la chaise. Je veux voir si je peux m'appuyer sur mes jambes. Elle m'a aidé à me transférer de nouveau dans le fauteuil roulant. Mes jambes étaient encore faibles. 2 ans sans usage avaient atrophié les muscles, mais je pouvais les sentir, les bouger, les contrôler. Quand nous sommes entrés dans la maison, nous avons trouvé Matteux et Julia dans la cuisine, prenant leur petit déjeuner. Ils m'ont regardé, tout sale de terre, tenant la statue de la Vierge Marie, et n'ont rien compris. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Julia. « Ma fille, je crois que papa commence à aller mieux avec ses jambes. » Matteux me regarda avec méfiance. À 14 ans, il avait hérité de mon scepticisme naturel. « Comment ça, mieux ? Les médecins ont dit que c'était impossible. Viens ici, mon fils. Regarde ça. » J'ai positionné la chaise devant lui. En me concentrant, j'ai réussi à lever légèrement la jambe droite. Matteux écarquilla les yeux. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Si, c'est possible. Et tu sais ce qui est encore plus étrange? Ça a commencé quand j'ai demandé pardon. Pardon à qui? J'ai levé la statue de la Vierge Marie. À elle. À Notre-Dame. Le silence dans la cuisine était presque palpable. Elena, Matteux et Julia me regardaient comme si j'étais un étranger. C'était compréhensible. Pendant des années, j'avais ridiculisé toute manifestation de foi, et maintenant j'étais là, sale de terre, tenant une image religieuse et parlant de miracles. « Papa, » dit Julia doucement, « vous parlez sérieusement? » Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie, ma fille. À ce moment-là, nous avons entendu un bruit venant de la chambre de ma mère. C'était elle qui appelait d'une voix faible, « Nathanaël,
Elena, venez ici, s'il vous plaît. Nous avons couru vers la chambre. Ma mère était allongée, très pâle, mais avec un sourire serein sur le visage. Mon fils, dit-elle en me voyant, tu as réussi. Maman, comment savez-vous? J'ai rêvé de vous dans le jardin, creusant à main nue. J'ai rêvé que vous l'avez trouvé. J'ai montré la statue qui était dans ma main. Vous aviez raison, elle était intacte. Ma mère ferma les yeux et soupira profondément. Maintenant, je peux reposer en paix. Mon fils a retrouvé le chemin de la maison. Les jours qui suivirent furent une transformation graduelle, mais constante. Chaque matin, je me réveillais et testais mes jambes, gagnant toujours un peu plus de mouvement, un peu plus de force. En une semaine, je pouvais déjà me tenir debout, appuyé sur une canne, tremblant, mais debout. Elena a dû s'absenter de son travail pour m'emmener chez les médecins. Le docteur Santos, le neurologue qui m'avait donné le diagnostic initial, fut complètement perplexe face aux examens. Monsieur Nathanal, c'est médicalement impossible, dit-il, regardant les images de l'IRM. Une lésion complète de la moelle épinière ne se régénère pas. Il n'y a pas d'explication scientifique à ce qui vous arrive. Docteur, parfois il y a des choses que la science ne peut pas expliquer, ai-je répondu, me surprenant moi-même avec ces mots. Il me regarda par-dessus ses lunettes, visiblement mal à l'aise avec ma réponse, Monsieur Nathanal, vous avez toujours été un homme rationnel. Ne me dites pas que vous allez maintenant faire appel à des choses surnaturelles. Je n'appelle à rien, docteur. Je constate simplement un fait. Il y a 2 semaines, je ne bougeais pas mes jambes. Aujourd'hui, je peux marcher avec une canne. Avez-vous une explication médicale à cela? Il resta silencieux quelques secondes, puis secoua la tête. Non. Je vais demander d'autres examens, mais je dois avouer que je n'ai pas de réponse. Je suis rentré chez moi en marchant lentement, appuyé sur ma canne, Elena à mes côtés. Chaque pas était une victoire, chaque mouvement une redécouverte. Les gens dans la rue me regardaient étonnés. Beaucoup connaissaient mon histoire. Ils savaient que j'étais en fauteuil roulant depuis 2 ans. Monsieur Nathanal, cria Donna Rosa, notre voisine, en courant vers nous. C'est vrai que vous marchez de nouveau? Oui, c'est vrai, Donna Rosa. Mais comment? Les médecins n'ont-ils pas dit que c'était impossible? Je m'arrêtai, m'appuyai sur ma canne et la regardai avec un sourire que je n'avais pas ressenti depuis longtemps sur mon visage. Donna Rosa, vous croyez au miracle? Oui, mon fils, je crois. Alors, vous avez votre réponse. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons trouvé quelques personnes à la porte. Joachim, mon ancien chef de chantier, était là avec sa femme, quelques voisins, d'anciens clients, des gens qui avaient appris la nouvelle par le bouche à oreille caractéristique des petites villes. Monsieur Nathanal, c'est vraiment vrai? Demanda Joachim, les yeux embués. Venez voir par vous-même, ai-je répondu, lâchant ma canne et faisant quelques pas sans soutien. Le petit groupe qui s'était formé à notre porte commença à applaudir. Certaines personnes pleuraient, d'autres faisaient le signe de la croix. Je me sentais gêné par toute cette attention, mais en même temps reconnaissant de voir qu'il y avait encore des gens qui se souciaient de nous. Cet après-midi-là, après le départ de tout le monde, je me suis assis dans le salon avec ma famille pour une conversation que je savais nécessaire. Ma mère était allongée sur le canapé, encore très faible, mais elle a insisté pour y participer. Je dois vous demander pardon, ai-je commencé, regardant Elena, Matteux et Julia. Ces 2 ans ont été très difficiles pour moi, mais ils ont été encore pires pour vous. Je me suis transformé en une personne amère, égoïste, qui ne pensait qu'à sa propre souffrance. Papa, tenta Julia de m'interrompre, mais j'ai continué. Non, ma fille, laisse-moi finir. Elena, tu t'es tuée au travail pour subvenir aux besoins de cette maison pendant que je restais là à me lamenter. Matteux, tu as perdu le respect de ton père parce que j'ai cessé d'être digne de respect. Julia, tu essayais de me remonter le moral tous les jours et je ne répondais qu'avec rudesse. Elena me prit la main. Nathanal, tu souffrais? Oui, je souffrais, mais la souffrance ne justifie pas la façon dont je vous ai traité. J'ai regardé ma mère, qui m'observait en silence. Et maman, vous avez toujours su qu'il y avait une issue, mais j'étais trop fier pour écouter. Mon fils, l'important, c'est que maintenant tu écoutes. Matteux, qui était resté silencieux pendant toute la conversation, a finalement parlé. Papa,
je ne comprends pas comment vous avez guéri de vos jambes, mais je sais que vous êtes redevenu le père dont je me souvenais. C'est ce qui compte pour moi. » Cette nuit-là, pour la première fois en 2 ans, nous avons dîné tous ensemble, parlant, riant, planifiant l'avenir. La statue de la Vierge Marie avait retrouvé sa place sur l'étagère du salon, et je ne ressentais plus l'envie de l'enlever. Avant de dormir, Elena et moi avons discuté au lit, comme nous le faisions avant l'accident. « Nathanaël, tu crois vraiment que c'était un miracle ?» J'ai réfléchi quelques secondes avant de répondre. « Elena, toute ma vie, j'ai cru que croire signifiait renoncer à la raison. Maintenant, je comprends qu'il existe une différence entre être sûr de quelque chose et être ouvert à des possibilités que nous ne comprenons pas, et en quoi crois-tu maintenant ? Je crois qu'il existe quelque chose de plus grand que ma compréhension. Cela peut être Dieu, cela peut être Notre-Dame, cela peut être une force que la science n'a pas encore découverte. Je ne sais pas comment la nommer précisément. Mais je sais qu'elle existe. 3 semaines après ce qui s'était passé dans le jardin, j'ai reçu un appel qui allait de nouveau changer le cours de notre vie. C'était le propriétaire du terrain de Villanova, où j'avais eu l'accident. « Monsieur Nathanaël, j'ai appris que vous marchez de nouveau. » « C'est vrai ? » ?»« Oui, c'est vrai, Monsieur Francisco. Écoutez, j'ai une proposition pour vous. Je veux construire 5 autres maisons sur le terrain et je veux que ce soit vous qui fassiez le travail. Seriez-vous d'accord ? J'ai regardé par la fenêtre du salon vers le jardin, vers l'endroit où tout avait changé. J'ai souri en voyant quelques petites fleurs qui avaient germé exactement là où j'avais creusé. Oui, je suis d'accord, Monsieur Francisco, mais maintenant, je vais travailler un peu différemment. Comment ça ? Je commencerai chaque chantier par une bénédiction et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je placerai une petite image de Notre-Dame sur le chantier. Il a ri de l'autre côté de la ligne. Monsieur Nathanaël, après ce qui vous est arrivé, je pense que c'est une excellente idée. 6 mois plus tard, ma vie avait complètement changé. Je marchais normalement, sans canne, sans douleur, comme si je n'avais jamais été en fauteuil roulant. Les médecins restaient sans explication, classant mon cas comme une récupération spontanée et inexplicable, mais je savais exactement ce qui s'était passé. Alicers Construsso a ressurgi de ses cendres, mais maintenant avec une philosophie complètement différente. Chaque chantier commençait par une prière. Chaque projet incluait un espace pour une petite chapelle ou au moins une image de Notre-Dame. Les ouvriers qui, auparavant, entendaient mes commentaires ironiques sur la foi, me voyaient maintenant prier avec eux avant de commencer le travail. Monsieur Nathanaël a beaucoup changé, a commenté Joachim un après-midi alors que nous supervisions les fondations d'une nouvelle maison. Vous êtes devenu plus humain. Joachim, j'ai appris qu'être intelligent ne signifie pas mépriser ce que nous ne comprenons pas. J'ai appris qu'il faut parfois se briser complètement pour découvrir qui nous sommes vraiment. Le changement le plus profond s'est produit dans ma relation avec ma famille. Elena a quitté son emploi de femme de ménage et est retournée s'occuper de la maison et des enfants. Matteux a repris ses études avec enthousiasme et a commencé à m'accompagner sur les chantiers le week-end, intéressé à suivre ma profession. Julia est redevenue l'enfant joyeuse qu'elle était auparavant, toujours avec le sourire aux lèvres et une nouvelle histoire à raconter. Ma mère, malheureusement, n'a pas résisté longtemps après ma guérison. Elle est morte en paix un dimanche matin, dans son sommeil, comme si elle avait simplement décidé que son travail ici était terminé. Ces derniers jours furent paisibles, voyant la famille réunie à nouveau, voyant le fils qu'elle avait élevé enfin en paix avec lui-même. Lors des funérailles, beaucoup de gens commentaient la coïncidence. Elle est morte exactement 6 mois après ma guérison, comme si elle avait attendu de tout voir résolu avant de partir. Ce n'était pas une coïncidence, ai-je dit à Elena en regardant le cercueil. Maman a toujours su des choses que nous ne savions pas. Elle a attendu que je retrouve le chemin de la maison. Aujourd'hui, 3 ans après cet épisode dans le jardin, j'ai vendu ce qui restait de mes biens et j'ai ouvert une petite menuiserie spécialisée dans l'art sacré. Je fabrique des images religieuses, des oratoires, des saints en bois. La majeure partie de mon travail est distribuée gratuitement aux personnes qui n'ont pas les moyens de payer. C'est un travail qui me procure une satisfaction que je n'ai jamais ressentie dans le bâtiment. Chaque pièce qui sort de mes mains porte un peu de la gratitude que je ressens chaque jour d'avoir eu une seconde chance. La menuiserie se trouve à l'arrière de notre maison, dans un petit hangar que j'ai construit spécialement pour cela. Au mur, juste en face de l'établi où je travaille, se trouve la même image de la Vierge Marie que j'ai enterrée puis déterrée. Elle m'observe pendant que je travaille et je jure qu'elle semble parfois sourire. Chaque jour,
avant de commencer le travail, je m'arrête devant elle et je la remercie. Je ne sais pas si elle m'entend, je n'ai aucune certitude scientifique de tout cela, mais je sais qu'il existe quelque chose de plus grand que ma compréhension qui veille sur moi et ma famille. Les gens de la ville connaissent mon histoire. Beaucoup viennent me chercher, non pas pour commander une pièce, mais pour parler de foi, de seconde chance, de la possibilité de recommencer quand tout semble perdu. Monsieur Nathanaël, comment avez-vous réussi à croire après avoir été si longtemps contre, m'a demandé une dame l'autre jour. Madame Maria, je n'ai pas réussi à croire. Je me suis rendu. C'est différent. Croire est une décision de l'esprit. Se rendre est une décision du cœur. Hier, un jeune ingénieur est venu me rendre visite. Il avait entendu mon histoire et voulait comprendre comment un homme rationnel comme moi avait tant changé. Ingénieur, lui ai-je dit. Pendant des années, j'ai cru que mes connaissances techniques étaient incompatibles avec la foi. Aujourd'hui, je comprends qu'elles se complètent. Mon ingénierie m'a appris à construire des maisons solides. Ma foi m'a appris à construire une vie solide. Il est parti pensif, emportant une petite image de Notre-Dame que j'avais faite spécialement pour lui. Aujourd'hui, tandis que j'écris ces mots dans la tranquillité de ma menuiserie, avec l'odeur du bois et du vernis dans l'air, je regarde cette image au mur et je me sens en paix. Ce n'est pas la paix de celui qui a toutes les réponses, mais la paix de celui qui a appris à vivre avec le mystère. Ma famille est réunie, mes enfants grandissent avec des valeurs solides et j'ai découvert un but plus grand pour ma vie. Je ne sais pas si je mérite tout cela, mais je sais que je suis reconnaissant pour chaque jour qui m'est donné. Parfois, lorsque je termine de sculpter une nouvelle pièce, je m'assois sur la chaise en bois que j'ai placée devant l'établi et je pense à la façon dont la vie peut changer de direction en un instant. Je pense à l'arrogance qui a presque détruit ma famille, à la douleur qui a failli me consumer et à l'amour qui m'a sauvé. Et vous qui écoutez cette histoire, vous avez peut-être déjà traversé des moments où vous vous êtes senti perdu, où l'orgueil ou la douleur semblait plus grand que tout espoir. Peut-être qu'au fond, nous cherchons tous le même étreinte, n'est-ce pas? Cette étreinte qui nous dit que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a une force plus grande qui veille sur nous, même quand nous ne pouvons pas la voir.